Salut à tous et bienvenue sur ce 22e épisode du Récap Crypto où je vous condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Et cette semaine a encore été très chargée avec entre autres les cryptos qui jouent un rôle dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, Vitalik Buterin qui veut un univers crypto, la plateforme NFT OpenSea en difficulté, la Chine qui interdit des levées de fonds en crypto, l'Union Européenne qui annule le vote sur la loi qui réglemente les cryptos, ou encore Pantera Capital qui prédit une reprise haussière pour le Bitcoin. Bref, je vais vous résumer tout ça et le reste des actualités de la semaine, et comme d'habitude pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce récap que je vous publie chaque dimanche. Et si vous faites partie des 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés, pensez à vous abonner pour suivre l'actualité blockchain et crypto. Et passons sans plus attendre aux actualités du lundi. On débute les actualités de la semaine avec la grosse news du jour qui est que le ministre de la Finance russe a soumis une proposition de loi concernant la régulation de l'industrie crypto. Et en gros, cette loi propose que les échanges nationaux seront soumis au protocole de gouvernance des entreprises avec des audits. De plus, les échanges étrangers devront s'enregistrer et obtenir une licence pour proposer leurs services. Et finalement, toutes les transactions devront se faire depuis des comptes bancaires où l'identité devra bien sûr être connue, et les banques devront reporter toute transaction suspecte dans le cadre de la loi sur le blanchiment d'argent. Et le ministre précise qu'ils ont également reçu des propositions de la Banque centrale du pays qui souhaite toujours une interdiction des cryptos. Mais le ministère a ajouté que, je cite, « Les propositions de la Banque centrale seront prises en compte dans la suite des travaux sur le projet de la loi, dans la mesure où elles ne contredisent pas l'approche du ministère des Finances. » Bref, vous l'avez compris, la régulation en Russie va bientôt commencer à se concrétiser, et il semble que le gouvernement ne va écouter la Banque centrale que d'une oreille. Parlons maintenant de deux actualités qui montrent l'adoption des cryptos par les acteurs traditionnels. Tout d'abord, on a la bourse de Bulgarie qui va permettre le trading de 8 cryptos via des ETN, à savoir qu'un ETN est en gros un produit financier basé sur un actif. Ensuite, en Corée du Sud, on a la banque Kookmin Bank, qui est un des leaders du pays, qui va proposer un ETF aux autorités financières. Et si leur ETF est validé, ils deviendront la première banque du pays à avoir ce produit financier. À savoir que dans les deux cas, on ne parle pas d'investissement direct dans les cryptos, mais pour les acteurs traditionnels, il est plus simple de monter des produits financiers plutôt que d'investir directement. Mais revenons aux acteurs crypto avec l'exchange FTX qui annonce qu'ils vont lancer une unité spécialisée dans les jeux vidéo qui s'appellera FTX Gaming. Et lors de cette annonce, ils précisent qu'ils lancent cette unité car ils voient les jeux vidéo comme un très bon cas d'usage pour les cryptos. Et ils vont donc travailler au lancement de tokens de jeux vidéo et également offrir un support NFT. Et quand on voit que FTX est capable de débourser 135 millions de dollars pour le changement de nom d'une arène aux USA, la plateforme va a priori mettre d'énormes moyens dans ce secteur qui est appelé à exploser dans les prochaines années. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le CEO de UOB qui prédit que le prochain bull run n'arrivera pas avant 2024. Et pour appuyer cette théorie, il dit que selon lui, le graphique de Bitcoin est similaire au précédent cycle lié au halving, et que par conséquent, on aurait dépassé le pic pour ce cycle, et il faudra attendre le prochain halving pour revoir le prix du Bitcoin repartir vers des plus hauts, vers fin 2024, voire début 2025. Ouais. Je connais cette théorie. Oui. Et finalement, on apprend par des documents qui ont fuité que la banque Crédit Suisse s'est occupée de fonds provenant de criminels reconnus, avec des histoires de trafic en tout genre et d'autres crimes sérieux. Et pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que cette même banque en 2017 avait annoncé que le Bitcoin servait au blanchiment d'argent et que par conséquent on ne pouvait pas lui faire confiance. Ok. On débute les actualités du jour avec le conflit russo-ukrainien qui pourrait bien entraîner une adoption massive du Bitcoin. Bon, je m'explique. Vous savez déjà que dans les dernières 48 heures, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance de 2 territoires du Donbass ukrainien et il a par la suite appelé l'armée à, je cite, « maintenir la paix dans les régions séparatistes ». Et ces actions rentrent directement en violation avec les accords de Minsk qui avaient été signés en 2014 pour mettre fin à la guerre en Ukraine orientale. Et pourquoi je vous parle de ça dans un Daily Crypto ? Eh bien c'est en raison de la réponse de l'Occident face à cette violation. Et l'une des réponses envisagées est tout simplement le débranchement de la Russie du réseau financier international SWIFT, qui est, je vous le rappelle, en gros un service de messagerie inventé en 1973 et qui sert aujourd'hui aux transactions interbancaires au niveau international. Et donc être débranché de ce réseau, c'est comme être mis sur le banc de l'économie mondiale, ce qui peut vite devenir problématique pour un pays.
Et si l'Occident devait effectivement appliquer cette sanction, l'une des solutions pour la Russie serait de se tourner vers un réseau décentralisé et impossible à censurer. Bref, vous l'avez compris, je parle de Bitcoin. Et si un pays comme la Russie venait à utiliser le Bitcoin, vous pouvez être sûr et certain que l'adoption qui suivra sera absolument massive. Bref, pour le moment ce ne sont que des spéculations, et bien que j'aimerais que Bitcoin remplace le réseau Swift, il faut aussi que ça se passe dans d'autres conditions que les conditions actuelles en Ukraine. Mais revenons au secteur crypto avec OpenSea qui fait encore la une. En effet, ces derniers jours, on a eu les utilisateurs de la plateforme NFT d'OpenSea qui faisaient face à des attaques de phishing et les hackers auraient dérobé un total de 1,7 million de dollars. Et si on remonte un peu, il y a eu des bugs sur le site qui permettaient d'acheter des NFT à un prix de listing inférieur. Et aujourd'hui, on a un utilisateur ayant perdu un Bored Ape dans ce bug qui attaque OpenSea et leur réclame 1 million de dollars. Et le plaignant dit que la plateforme était au courant du bug et elle n'avait pas résolu le problème assez vite. A savoir que son Bored Ape avait été acheté par le hacker pour 0,1 ETH et le hacker l'a immédiatement revendu pour 99 ETH. Bref, les problèmes s'enchaînent pour OpenSea et il semblerait donc qu'il traverse une période plutôt compliquée en ce moment. Et parlons maintenant de Vitalik Buterin qui annonce qu'un hiver crypto, qui est pourtant redouté par les investisseurs, serait une bonne chose pour les cryptos. Et les raisons de cette déclaration sont que l'écosystème actuel est rempli de projets sans véritable valeur ajoutée qui ont été multipliés par 10, 100 et parfois plus. Et donc il considère qu'un hiver crypto permettra de dégonfler la bulle actuelle et permettra de voir quels sont les projets qui résisteront vraiment sur le long terme. Bref, Vitalik Buterin souhaite une bonne vieille sélection naturelle. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Gunnar Cook, un important cabinet d'avocats en Angleterre qui va accepter les paiements crypto. Et la raison invoquée pour cette adoption est que cela leur permettra de travailler avec une plus grande variété de clientèle. Ensuite, du côté des métaverses, on a aujourd'hui Manchester City qui annonce se lancer dans les métaverses avec un projet de construction du premier stade dans un monde numérique. Et pour le moment, il semblerait qu'ils aient choisi de ne s'appuyer sur aucun métaverse actuel et qu'ils travaillent actuellement sur leur propre monde virtuel. Et finalement, du côté du Salvador, on a le ministre du Tourisme qui a annoncé que le tourisme dans le pays aurait augmenté de 30% depuis l'adoption du Bitcoin. On débute les actualités du mercredi avec Puma qui continue de descendre dans le terrier du lapin crypto avec aujourd'hui l'annonce de l'achat d'un nom de domaine d'Ethereum Name Service. Et pour rappel, un nom de domaine d'Ethereum Name Service, ou ENS, c'est comme les noms de domaine en .com ou .fr qui sont tout simplement des adresses pour accéder à des contenus, sauf que là, ces noms de domaine sont au format de NFT sur la blockchain d'Ethereum. L'intérêt de ces noms de domaine décentralisés est de permettre de lier des ENS qui sont des NFT à des portefeuilles numériques, des sites web et bien d'autres choses encore. Et pour la petite histoire, il y a des petits malins qui achètent des noms de domaine stratégiques dans l'espoir de les revendre plus cher à l'avenir. Mais je m'égare, revenons à Puma. On apprend donc que la marque de sport a acheté le nom de domaine puma.eth pour y lier son adresse Ethereum. Et la marque au félin n'est pas novice dans le secteur des cryptos, car récemment elle a annoncé l'achat de NFT dont le thème tourne autour des félins, comme vous pouvez le voir à l'écran. Bref, Puma suit la tendance actuelle des marques de vêtements qui se mettent aux cryptos et autres métaverses. Et à votre avis, quelles seront les prochaines marques à se lancer ? Et en parlant de marque, on a aujourd'hui Warner Music Group qui annonce un partenariat avec Splinterland. Pour ceux qui ne connaissent pas Splinterland, il s'agit d'un jeu de Play to Earn, et ce jeu est un jeu de cartes collectionnables où l'on va affronter des adversaires avec différents pouvoirs. Et le groupe de Warner Music s'associe avec l'équipe de ce jeu pour les aider à développer un jeu de mobile qui aura pour but de créer un lien plus fort entre les artistes et les fans, et également de générer des flux de revenus complémentaires. Et le chef du département digital a précisé, je cite, « Je ne pense pas que l'on puisse sous-estimer à quel point l'opportunité qu'apporte le Play to Earn est massive. » Et on finit les actualités de ce mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Tether, la société émettrice du stablecoin USDT, qui démontre grâce à une étude réalisée par un cabinet d'experts comptables indépendants que la société a désormais suffisamment de trésorerie pour backer 100% de ses USDT. Ensuite, du côté de OpenSea, comme je vous le disais hier, la plateforme est dans une période de turbulence suite aux bugs et autres phishing, et aujourd'hui les données de DappRadar démontrent une tendance à la baisse des volumes échangés sur la plateforme. Ensuite, du côté du Salvador, on a le wallet crypto du pays qui est désormais disponible en Europe sur l'App Store.
Ce qui veut donc dire que les Salvadoriens vivant en Europe pourront directement envoyer des bitcoins via l'application en Salvador. Ensuite, on a le Shiba Inu qui dépasse Uniswap en termes de token le plus tradé par les 1000 plus grosses baleines d'ETH. Et pour rappel, l'équipe du Shiba Inu a dernièrement dévoilé un lancement prochain de son métaverse qui s'appellera le Shiburse. Et finalement aujourd'hui on a un homme qui a fait une prise d'otage dans un Apple Store à Amsterdam et il a réclamé une rançon de 226 millions de dollars en crypto. Mais tout se finit bien avec le preneur d'otage qui a été arrêté après 5 heures de calvaire. Mais l'histoire ne dit pas si l'assaillant s'y connaissait vraiment en crypto et blockchain, et encore moins s'il savait se servir d'un mixeur crypto. Et encore moins s'il savait se servir d'un mixeur crypto pour blanchir les cryptos. Bon, on débute les actualités du jeudi avec, comme vous le savez tous, le Bitcoin qui corrige suite à la déclaration de guerre de la Russie. Et le prix a atteint un niveau le plus bas sur un mois, et il a chuté jusqu'aux 34 300 $. A savoir que dans son ensemble, le marché crypto a perdu presque 200 milliards de dollars depuis les annonces de Vladimir Poutine. Bref, la situation est pas vraiment réjouissante pour les marchés et pour la population ukrainienne. Et désormais on commence à voir les premières conséquences financières pour la population en Ukraine, avec aujourd'hui la banque centrale qui limite le retrait de la devise nationale et qui interdit carrément le retrait de devises étrangères. Donc à partir d'aujourd'hui, la population ne sera autorisée que de retirer que l'équivalent de 300 €, et la banque centrale a mis en place cette mesure par crainte de ce que l'on appelle un bank run, c'est-à-dire une situation où tout le monde veut retirer son argent et où les banques n'auraient plus assez de liquidités pour fournir la demande. Bref, vous l'avez compris, la situation financière en Ukraine devient plutôt compliquée. Et du côté de la Russie, le gouvernement pourrait également faire une dinguerie avec l'argent de ses citoyens. Je m'explique, aujourd'hui, Nicolas Arefiev, un membre du Parti communiste, a annoncé que, en cas de sanctions économiques trop fortes venant de l'Occident, le gouvernement pourrait potentiellement saisir jusqu'à 60 000 milliards de roubles, soit l'équivalent de 750 milliards de dollars à la population. Bref, entre cette actualité et celle de l'Ukraine qui limite les retraits, tout cela démontre que nous ne possédons pas vraiment notre argent, et cela démontre également l'utilité d'un système financier décentralisé, sans être humain aux commandes, tel que le Bitcoin, qui nous permettent d'être réellement propriétaires d'une monnaie. Et la question est maintenant de savoir quel rôle pourrait potentiellement jouer le Bitcoin dans le camp ukrainien et russe. Tout d'abord, du côté russe, pour contourner les sanctions économiques, le gouvernement pourrait utiliser le futur rouble numérique, mais également les ransomware, les cryptos et le minage. En effet, je vous rappelle que la Russie détient actuellement 11% du hash rate de Bitcoin, et elle pourrait donc chercher à allouer des moyens plus importants pour tirer des ressources du minage de Bitcoin. Donc un éventuel bannissement de la Russie du réseau SWIFT pourrait pousser le pays à s'investir encore plus dans les cryptos. Et ensuite du côté ukrainien, on voit depuis plusieurs semaines des levées de fonds en crypto pour financer l'armée ukrainienne. Et pourquoi en crypto? Eh bien tout simplement car avec ces actifs, il n'y a aucune frontière et elles permettent de contourner les restrictions. De plus, en Ukraine, il y aurait actuellement une panique des particuliers qui craignent pour leurs économies et qui chercheraient donc à revendre la monnaie locale contre d'autres devises ou des cryptos et stablecoins. Bref, il semblerait bien que le Bitcoin et les autres cryptos vont avoir un rôle à jouer dans ce conflit, mais espérons surtout que tout cela se termine le plus rapidement possible. Partons maintenant en Chine avec la Cour suprême qui annonce qu'elle ajoute les crypto-monnaies à la loi interdisant certaines levées de fonds. En gros, le gouvernement voit que les levées de fonds en crypto sont actuellement en train de devenir très populaires et qu'elles permettent de financer des contestations qui, jusque-là, pouvaient être muselées par des sanctions financières. Et donc pour protéger son pouvoir, le gouvernement prend les devants et inclut les cryptos à une loi encadrant les levées de fonds. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord au Canada, Justin Trudeau annonce que tous les blocus ont été levés dans le pays et que par conséquent il va mettre fin à l'état d'urgence qui permettait au gouvernement d'imposer aux banques et exchanges de bloquer des comptes. Et on apprend également qu'une grande partie des comptes gelés sont en cours de levée de blocage. Et finalement on a la quantité d'Ethereum sur les exchanges qui est actuellement à un niveau plus haut depuis 3 mois. Ce qui veut potentiellement dire que la pression des vendeurs pourrait bien continuer. Mais je ne suis pas un analyste professionnel, donc j'attends vos réactions à cette donnée dans les commentaires. Et on commence le vendredi avec un BTC qui a fortement rebondi après le crash qui a été causé par l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et comme vous pouvez le voir, le BTC a quand même été jusqu'à faire un plus 15% à partir du point bas de la journée d'hier.
Et cette jolie remontée s'explique en partie par une grosse quantité d'ordres d'achat venant de gros portefeuilles qui sont là pour accumuler du Bitcoin sur le long terme. Partons du côté ukrainien avec plusieurs actualités concernant les cryptos sur ce territoire qui est désormais en guerre. Comme je vous le disais hier, les dons en crypto-monnaie sont actuellement en train de venir du monde entier pour soutenir les groupes militaires combattant l'armée russe. Et rien que sur la journée d'hier, la firme d'analyse Elliptic a déterminé qu'il y a eu 400 000 $ de dons. Et aujourd'hui, ces chiffres ont explosé pour atteindre les 4 millions de dollars, avec un donateur qui a donné 3 millions de dollars en crypto pour soutenir les groupes armés. Bref, vous l'avez compris, les cryptos sont en train de s'imposer comme une méthode de financement alternatif et permettent à des groupes de s'affranchir des institutions. Et bien que les groupes militaires du pays se servent de ce financement, le gouvernement ukrainien ne semble pas avoir l'intention d'accepter les dons en crypto. En effet, suite à la demande de centaines de personnes, le ministère de la Défense dit qu'ils n'accepteront pas les dons en crypto car la législation nationale ne permet pas l'utilisation de ce type de paiement. Et toujours du côté de l'Ukraine, la chute de la devise nationale et les déclarations de la Banque centrale qui limitent les retraits journaliers a visiblement fait réagir la population. En effet, suite à tous ces événements, les volumes d'échange sur un exchange ukrainien ont bondi à des niveaux rarement atteints. C'est-à-dire qu'avant l'attaque russe, les volumes de la place de marché oscillaient entre 775 000 et 2,4 millions de dollars. Et suite à l'entrée en guerre, les volumes ont atteint 4,8 millions de dollars. Et pour rappel, l'Ukraine est en 5e position en termes d'utilisation des crypto-monnaies en raison du faible niveau de bancarisation des régions rurales. Donc il semble assez logique que, en temps de crise, la population ukrainienne se tourne vers ce type d'alternative. Allez, on arrête de parler des news en lien avec l'Ukraine et la Russie, et on se concentre sur le secteur crypto. Et on part aux États-Unis avec le sénateur du Texas, Ted Cruz, connu comme étant un fervent défenseur du Bitcoin et des cryptos, qui nous fait un discours où il déclare qu'il adore le Bitcoin, car il est décentralisé, et il a imagé ses propos en lisant une lettre de la société Nunchuk, un portefeuille Bitcoin en self-custody, qui avait rejeté la demande du Canada de geler les comptes d'utilisateurs, car il n'avait tout simplement pas les données pour le faire. So we need to decentralize, we need to break it apart. It's one of the reasons why I am so bullish on crypto, on Bitcoin, because it is decentralized and not controllable. And let me give a fantastic example. So Justin Trudeau. Et du côté de l'Europe, on a le Parlement européen qui semble être dans le doute concernant la directive MiCA. Bon, déjà pour rappel, MiCA, ou en français, la directive sur les marchés des actifs cryptographiques, est une directive qui, comme son nom l'indique, vise à encadrer le secteur des cryptos en Europe. Et cette directive devait être soumise au vote du Parlement ce 28 février, mais le vote a été repoussé principalement à cause d'une modification tardive du statut futur des blockchains en Proof of Work, qui aurait pu être interprété comme un bannissement des blockchains tels que Bitcoin. Ce qui aurait été fatal pour l'industrie déjà en place en Europe. Et donc le Parlement a décidé de reporter le vote à une date ultérieure. Bref, le Parlement va réviser sa copie et faire évoluer le texte et en proposer un nouveau d'ici quelques temps. Et cela démontre que l'Europe ne semble pas avoir l'intention de bannir les cryptos, mais plutôt de les encadrer tout en leur permettant de se développer. On a aujourd'hui la BNY Mellon qui s'associe à Chainalysis. Pour rappel, BNY Mellon est une banque américaine créée en 1784 et qui est présente dans 36 pays. Donc là on parle d'une institution qui est bien ancrée dans le paysage. Et ce dinosaure s'associe à Chainalysis, qui est une société qui traite des flux et données du monde des cryptos et présente des analyses graphiques qui sont reprises par de nombreux investisseurs et traders pour comprendre les tendances sur le marché crypto. Et le but pour BNY Mellon est d'avoir accès à des données stratégiques pour mieux comprendre le marché des cryptos, pour pouvoir ainsi se positionner sur ce marché et proposer des services crypto à ses clients. Et on finit les actualités de ce vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, du côté de l'Inde, on apprend que l'incertitude du gouvernement au sujet de la réglementation des cryptos est actuellement en train de faire fuir les entreprises. Et si on rajoute à ça la taxe de 30% sur les transactions crypto, eh bien en ce moment on a plusieurs sociétés qui continuent de proposer des services crypto en Inde, mais qui partent s'installer par exemple à Dubaï où la régulation est attractive pour les sociétés crypto. Ensuite, au Salvador, il y a quelques mois, le président annonçait le financement d'un hôpital vétérinaire grâce au Bitcoin, et l'ouverture de cet hôpital se fera à partir de ce samedi 28 février, et bien sûr, toutes les consultations pourront être payées en crypto-monnaie. Et finalement, on a le frère de Elon Musk, Kimball Musk, qui annonce que Tesla, au moment d'accepter les paiements en Bitcoin, avait très peu de connaissances sur l'impact énergétique du Bitcoin, et qu'ils étaient plus focalisés sur l'aspect de réserve de valeur et de diversification d'actifs.
On débute les actualités du samedi avec l'un des fondateurs de la pyramide de Ponzi, BitConnect, qui est inculpé par la justice américaine. Pour rappel, les faits se sont déroulés entre 2016 et 2018, et la plateforme BitConnect proposait aux personnes qui venaient bloquer des tokens sur leur plateforme des rendements complètement hallucinants qui provenaient au fait des nouveaux entrants qui payaient les premiers entrants. Mais l'arnaque était tellement énorme que les autorités ont bien sûr fini par intervenir et ont fait fermer le site. Et malgré le fait que le site soit fermé depuis 2018, les autorités n'en ont pas fini avec les fondateurs, car aujourd'hui on a Satish Kumbhani, un des fondateurs qui n'avait pas été identifié à l'époque, qui est inculpé pour plusieurs chefs d'accusation, dont par exemple l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, ou encore de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent international. Bref, aujourd'hui les autorités semblent avoir beaucoup plus de compétences qu'en 2018, et cela démontre bien que les fraudeurs ont désormais bien plus de mal à agir avec impunité. Parlons maintenant d'une prédiction qui fait plaisir à entendre. Aujourd'hui, on a le hedge fund spécialisé en crypto-monnaie, Pantera Capital, qui annonce dans un rapport que le Bitcoin et les cryptos pourraient repartir à la hausse dans les semaines à venir. Je m'explique. Le hedge fund pense que le cours des crypto-monnaies va se décorréler des marchés traditionnels dans les semaines à venir. Et l'argument qu'ils avancent est que lorsque les marchés traditionnels baissent, les cryptos ont tendance à être corrélés pendant une période d'environ 70 jours, puis cette corrélation finit par se rompre et les cryptos repartent à la hausse. A savoir que la correction sur le S&P 500 a débuté au début du mois de janvier, donc on arriverait en théorie à la fin de la période de corrélation entre marchés traditionnels et crypto. Mais il précise également que sur le court terme, rien n'empêche que les cryptos continuent à corriger, mais en tout cas pour les semaines à venir, il se montre plutôt confiant pour le secteur des cryptos. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets le lien de ce rapport en description. Et en parlant d'évolution positive, on a les rendements de stacking d'Ethereum qui pourraient bien doubler avec le passage au Consensus Layer. Pour rappel, le Consensus Layer est le nouveau nom d'Ethereum 2.0 et qui désigne le passage de la blockchain d'Ethereum du Proof of Work au Proof of Stake. Et cette migration pourrait, d'après Coinbase, doubler les rendements grâce au mécanisme de Proof of Stake qui devrait faire passer les rendements qui sont actuellement de 4 à 5% vers des rendements de 9 à 12%. Ce qui fera augmenter l'intérêt des investisseurs et donc la demande et donc bien sûr le prix du token. A savoir qu'actuellement le nombre d'Ethers bloqués dans le contrat d'Ethereum 2.0 est de 9,6 millions d'Ethers, soit l'équivalent de 27 milliards de dollars au cours actuel. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord on a la whale d'ETH qui a été nommée Light, qui vient d'acheter pour 1,2 million de dollars en Shiba Inu. Et je vous rappelle que les whales d'ETH montrent un intérêt accru pour le Shiba Inu depuis quelques semaines, et elles montrent ainsi qu'elles s'attendent à une réussite du futur métaverse qui s'appellera le Shiverse. Ensuite, petite mise à jour sur les dons en crypto pour l'Ukraine. Dans les actualités d'hier, je vous disais que le gouvernement n'acceptait pas les dons en crypto. Et bien la situation a évolué aujourd'hui avec le vice-premier ministre qui annonce sur Twitter que le gouvernement accepte désormais les cryptos et il publie les adresses BTC, ETH et USDT sur lesquelles les donateurs peuvent envoyer des dons. Et finalement on apprend aujourd'hui que la marque de boissons énergétiques Monster vient de déposer 4 demandes de dépôt de marque concernant des NFT et des objets virtuels. Donc on pourrait avoir prochainement des annonces de la marque et bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et on finit ce récap crypto avec un récap du marché de cette semaine. Tout d'abord au niveau de la map crypto, on voit que la map est partagée entre le rouge et le vert, avec malgré tout une majorité de projets qui sont en baisse, mais également des projets qui ont largement surperformé le marché. Et on a donc un BTC qui est quasiment à moins 3% sur la semaine, et un ETH qui lui est stable par rapport à la semaine dernière. Et du côté du crypto bubble, on peut voir que les projets qui ont largement surperformé le marché sont Waves avec un plus 28%, Terra Luna dont je vous parlais dans l'épisode du Daily Crypto du 23 février qui nous fait un plus 55%, et Encore Protocol dont je vous ai également parlé dans l'épisode du 24 février qui nous fait un plus 65%. Et du côté du Google Trend pour le terme crypto, on peut voir qu'on est au même niveau que la semaine dernière, donc l'intérêt des particuliers continue à être plutôt faible. Ainsi se termine le 22e épisode du Récap Crypto. Je vous rappelle que je publie ce récap tous les dimanches et je vous publie également le Daily Crypto du lundi au samedi. Bref, comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez le récap de cette semaine et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. Et je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau récap crypto et à demain pour le Daily Crypto du lundi.